Ma présentation s'intitule « Inhibiteur de l'enzyme de conversion et ARA2, le duel ». Je n'ai pas de conflit d'intérêt par rapport à ce sujet quand même assez pointu. Nous savons tous que les recommandations internationales concernant la prise en charge de l'hypertension artérielle préconisent d'utiliser des calendriers, donc tout d'abord confirmer le diagnostic par une MAPA, une automesure, instaurer des règles hygiéno-diététiques, faire un bilan standard, faire une consultation d'information qui permettra d'expliquer au patient c'est quoi son hypertension, quelles sont les origines, quel serait le risque de cet HTA, les bases du régime qu'on doit lui demander, ainsi que la thérapeutique qu'on va lui donner et les mécanismes d'action de ce médicament, de façon simple bien sûr pour qu'il puisse comprendre le message. Ensuite, on se fixe durant les 6 premiers mois comme objectif de faire baisser ces chiffres tensionnels progressivement jusqu'à l'obtention de la cible, grâce à des visites mensuelles, les objectifs étant pour le tout venant entre 130 et 139 mm de mercure pour la systolique et moins de 90 mm de mercure pour la diastolique. Et il faut privilégier les 5 classes avec une légère supériorité pour le blocage du système rénine-angiotensine. Une bithérapie fixe peut être proposée si l'hypertension persiste malgré 1 mois de monothérapie et on préconise d'éviter l'association diurétique bêta-bloquant qui serait diabétogène. Ensuite, durant les 6 mois suivants, donc au-delà du 6e mois plutôt, si le patient est toujours non équilibré, on est en droit de passer à une trithérapie. Voici le triangle de la trithérapie. Vous voyez que le bêta-bloquant est exclu, donc il faudra vraiment le réserver en dernière intention. Par contre, si le patient est équilibré, ça sera des rendez-vous de 3 à 6 mois, une biologie annuelle. Et bien sûr, pour les Français, il faudrait favoriser l'automesure, contrairement à la MAPA qui est préférée par les Anglais. Les recommandations des Anglais ne sont guère différentes. Donc selon l'âge, on commencera soit un blocage du système rénine-angiotensine, soit par un inhibiteur calcique. En cas d'inefficacité, on associera ces 2 classes. Et en 3e lieu, ça sera blocage du système rénine-angiotensine, inhibiteur calcique et diurétique comme trithérapie, aboutissant à la même triple association que les recommandations françaises. Comment choisir sa molécule ? Selon les recommandations que je viens de vous montrer, il faudrait commencer par un blocage du système rénine-angiotensine, soit par un IEC ou un ARA2. Mais est-ce qu'IEC et ARA2 sont identiques? L'idée préconçue, c'était ARA2 est un IEC qui ne fait pas tousser. On sait tous que ce n'est pas le cas. Les IEC sont une classe indiscutable en prévention primaire et secondaire, grâce à un très long recul, grâce à de nombreuses études, HOPE, ASCOT, Europa, Progress, etc. De plus en plus, les ARA2 commencent à avoir eux-mêmes leurs études, commencent à avoir du recul, et on commence à avoir des études pour l'HTA, pour le diabétique, le prédiabète, l'infarctus, l'AVC, etc., aussi pour les ARA2. L'étude OnTarget s'est proposée donc de comparer IEC ARA2, donc elle a comparé le telmisartan face au ramipril. C'est une étude qui a calqué plus ou moins l'étude HOPE, donc elle a concerné des sujets âgés de plus de 55 ans, qui avaient au moins une des pathologies suivantes, coronaire, pathologie artérielle périphérique, pathologie cérébrovasculaire ou un diabète à haut risque ou avec atteinte d'organes cibles. Il ressort de l'étude OnTarget qu'il n'y avait pas d'infériorité du telmisartan par rapport au ramipril, donc IEC égale ARA2. Sauf que la principale critique faite à l'étude OnTarget, c'est qu'elle a comparé d'un côté un mastodonte d'ARA2 avec un tout gentil IEC. Pourquoi un mastodonte avec un gentil IEC? C'est que le telmisartan a une pharmacocinétique excellente et un profil excellent, alors que le ramipril, sa pharmacocinétique donne une demi-vie plasmatique de 13 à 17 heures. Pour le telmisartan, elle était de 24 heures. Dans l'essai OnTarget, ces 2 molécules ont été utilisées en monoprise par jour. Et donc cette critique a été utilisée pour dire que si on avait un ARA2, plutôt un IEC, avec un bon profil pharmacocinétique, peut-être qu'il aurait fait mieux que le telmisartan dans cette étude. Et ça a ouvert la porte à un certain nombre de méta-analyses qui ont essayé de comparer ces 2 molécules, qui ont essayé de regrouper un ensemble d'études utilisant les 2 molécules et de les comparer. Je citerai la méta-analyse de Strauss, qui retrouve que les IEC réduisent la mortalité globale, la mortalité cardiovasculaire, les AVC et les infarctus du myocarde, ce qui n'est pas le cas pour les ARA2 qui ne réduisent que le taux d'AVC, alors qu'il y a une légère hausse du taux d'infarctus du myocarde. L'étude de Bertrand aussi, qui retrouve que seuls les inhibiteurs de l'enzyme de conversion ont démontré une réduction de la mortalité totale. D'autres méta-analyses abondent dans le même sens et retrouvent un avantage pour les inhibiteurs de l'enzyme de conversion par rapport aux ARA2. Et donc on avait l'impression que le duel était fini, l'inhibiteur de l'enzyme de conversion avait gagné le combat, c'était lui qu'il fallait privilégier.
et qu'il était de retour et qu'il regagnait du terrain par rapport aux ARA 2. Cependant, en janvier 2016, Bangalore a publié une méta-analyse très intéressante qui, moi, elle m'a permis de voir un peu plus clair dans ce défi et dans ce débat. Voici donc le papier de Bangalore en janvier 2016, vous voyez ici. Et au fait, c'est une méta-analyse qui a inclus 106 études randomisées qui se sont déroulées du 1er janvier 1980 jusqu'au 13 avril 2015. Cette méta-analyse a inclus plus de 250 000 patients avec un suivi moyen de plus de 3 ans. 58 de ces études, qui avaient inclus 126 000 patients, s'étaient faites avec un IEC comparé à un contrôle. Le contrôle était soit un placebo, soit une drogue active. 42 de ces études ont inclus 105 000 patients et elles ont comparé un ARA2 avec un contrôle qui était soit un placebo, soit une drogue active. Et 8 études, incluant 22 000 patients, ont comparé face à face un inhibiteur de l'enzyme de conversion avec un ARA2. Les premiers résultats de cette étude allaient dans le même sens. Les IEC, mais pas les ARA2, ont réduit la mortalité globale, la mortalité cardiovasculaire et le taux d'infarctus du myocarde. Cependant, en essayant d'analyser les sous-groupes de cette étude, ou plutôt de cette méta-analyse, Bangalore et ses collègues se sont rendus compte que quand on comparait IEC ou ARA2 versus placebo, on a ici l'IEC et ici l'ARA2, on voit que l'IEC fait mieux. Mais si on devait voir les groupes qui avaient IEC ou ARA2 versus drogue active, l'avantage de l'IEC se perd et on a même l'impression que l'ARA2 a une légère supériorité par rapport à l'IEC. Ils ont essayé de comparer les groupes placebo cette fois-ci et non pas les groupes de patients mis sous IEC ou ARA2 et ils se sont rendus compte que les groupes placebo des patients IEC comparativement au groupe de placebo des patients ARA2, avaient une mortalité globale plus importante, une mortalité cardiovasculaire plus importante et bien sûr un taux d'infarctus du myocarde plus important. Ceci allait donner donc un avantage aux IEC pour pouvoir prouver plus d'efficacité comparativement aux ARA2. Et donc ils ont effectué un ajustement de leur méta-analyse. Comme on l'a dit, la différence entre les IEC et l'ARA2 serait éventuellement due au placebo qui était plus sévère dans le groupe IEC par rapport au groupe ARA2. Ils ont effectué une analyse plus restreinte des études publiées à partir de l'année 2000 et qui n'ont pas révélé de différence entre les inhibiteurs de l'enzyme de conversion et les ARA2 en matière de mortalité globale, mortalité cardiovasculaire et d'infarctus du myocarde. Et les médecins ayant réalisé cette étude insistent sur le fait que les études ayant comparé face à face IEC et ARA2 n'ont pas révélé de différence entre ces deux classes thérapeutiques. Et voici l'ajustement qu'ils ont effectué dans leur étude. Donc les conclusions de l'auteur de cette méta-analyse, donc il a conclu qu'il pouvait croire que grâce à sa méta-analyse, ceci allait permettre de donner aux praticiens la possibilité de choisir en fin de compte entre ces deux molécules, IEC ou ARA2, qui seraient identiques en matière d'efficacité. Malheureusement, la réponse démordue des inhibiteurs de l'enzyme de conversion ne s'est pas fait attendre. Donc un des médecins ayant participé à la méta-analyse de Bertrand a pondu un article en juillet 2016 où il disait que lui-même, avec ses collègues, avait fait le même ajustement dans leur méta-analyse. Ils ont exclu toutes les anciennes études et ils n'ont pris que les études effectuées à partir de l'année 2000 et il conclut que seul l'inhibiteur de l'enzyme de conversion réduisait la mortalité de façon significative. Donc malheureusement, ça reste quand même assez flou. Et dans ce contexte, on sait que le rôle bénéfique des bloqueurs du système rénine-angiotensine est indéniable dans l'hypertension artérielle. Ces méta-analyses, comme vous venez de le voir, ont suscité une polémique très importante dans le milieu médical et surtout cardiologique. Nous avons donc décidé d'effectuer à notre niveau une petite étude prospective observationnelle qui avait pour but de répondre à ces 5 questions. Tout d'abord, quel est le profil de patients hypertendus vu en consultation dans notre région? Dans quelle proportion plutôt prescrivons-nous les IEC et les ARA2? Ces deux médicaments ont-ils la même efficacité sur les chiffres et ont-ils la même action sur la morbimortalité des patients? Et quelle est l'évolution des tendances de prescription au fil du temps? Pour cela, nous avons pris 5 consultations, donc une consultation de médecine générale, une consultation de médecine interne, 2 consultations de cardiologie publique et une consultation de cardiologie dans le secteur privé. Nous avons demandé à ces médecins d'effectuer une enquête, donc une fiche qu'ils devaient remplir 1 mois par année, et on avait opté pour le mois de septembre, on avait démarré ça en septembre 2012, et on récoltait juste les patients que les médecins avaient sélectionnés durant ce mois.
Voici à peu près le recrutement en 2012, en septembre 2013, septembre 2014, septembre 2015 et le recrutement de cette année par rapport à ces 5 consultations. Vous voyez que ce n'est pas de très grands chiffres, on a vraiment demandé de restreindre aux patients uniquement hypertendus. Le sexe ratio, il y a une légère dominance du sexe féminin. L'âge, dans 2/3 des cas, était supérieur à 55 ans. L'HTA était de grade 2 dans la moitié des cas. Le niveau de risque était important, il dépassait les 50% pour les patients ayant 3 facteurs de risque cardiovasculaire ou plus. Quant aux tendances de prescription, nous voyons que dans notre région, le blocage du système rénine-angiotensine est adopté par tout le monde. C'est au fait la classe qui vient en premier lieu, suivi des inhibiteurs calciques, des diurétiques et en fin de compte des bêta-bloquants. Le nombre de médicaments prescrits, seul 1/3 des patients sont sous monothérapie, quel que soit le mois de l'année sélectionné. Les objectifs tensionnels étaient atteints dans 60 à 70% des cas et on avait l'impression qu'il y avait un peu plus d'objectifs atteints chez les patients sous bloqueur du système rénine-angiotensine. Concernant l'organoprotection, nous n'avons pas pu revoir systématiquement tous les patients, mais nous avons pu revoir les patients des 2 premières années à 1 an. Et il s'avère qu'entre IEC et ARA2, nous n'avions pas constaté de différence significative en matière d'AVC, en matière d'infarctus du myocarde, d'organes de néphroprotection et donc en matière de morbidité totale, le P était statistiquement non significatif, il n'y avait pas de différence entre ces 2 groupes. En conclusion à notre étude, plus de la moitié de nos patients étaient de sexe féminin, l'âge était de plus de 55 ans, l'HTA était de grade 2 une fois sur 2 avec un haut risque cardiovasculaire. Le blocage du système rénine-angiotensine est très largement utilisé dans notre région, près de 8 patients sur 10 sont sous une molécule de ce groupe de médicaments, avec une légère hausse des prescriptions avec le temps. Seul 1/3 des patients étaient sous monothérapie, mais nous avons été surpris par le faible taux de prescription des inhibiteurs de l'enzyme de conversion, qui se retrouvent non seulement derrière les inhibiteurs calciques et les diurétiques, mais surtout presque au même niveau que les bêta-bloquants dans notre région. L'objectif tensionnel était atteint dans les mêmes proportions entre les IEC et les ARA2, donc ce n'était pas une question d'objectif thérapeutique, mais c'était plus sous, je n'oserais pas le dire, mais sous pression des visites, des visiteurs de l'information médicale, etc. Et donc il y a plus de tapage médiatique par rapport aux ARA2 que par rapport aux IEC. Donc j'imagine que dans notre région, on reste convaincu par le blocage du système rénine-angiotensine. Par rapport aux données que je vous ai montrées à ce jour, nous n'avons pas encore la possibilité de trancher entre ces 2 classes. Donc bloquez le système rénine-angiotensine pour vos patients, soit par un IEC, soit par un ARA2. Et je vous remercie.